มัน Bonjour Patrice, la Croix poursuit sa série sur les villes d'eau d'Europe. Avec la bien nommée ce matin, Bath, B-A-T-H. Elle est candidate au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors on est outre-Manche. Et elle est déjà classée, cette ville. Mais le label de l'UNESCO lui permettrait de mettre en valeur un héritage thermal qui est un peu spécifique. Parce que depuis l'époque romaine, Bath est un lieu de cure pour malades de la peau et pour les gens qui ont des problèmes d'articulation. Vous avez 3 sources chaudes qui jaillissent sous la ville à une température de 46 degrés. Alors cette eau, qu'est-ce qu'on peut en faire? On peut évidemment s'y baigner. On peut aussi la boire, mais pour la boire, il faut aller dans le musée. Il y en a un qui l'a bu jadis, c'est Dickens, et qui dit « Je trouve qu'elle a un goût particulièrement déplaisant, un fort goût de fer liquide et chaud ». Voilà ce qu'il écrivit à l'époque. Et effectivement, l'envoyé spécial de la Croix a testé, et elle revient en disant « On a quand même la désagréable impression d'avoir léché une barre métallique rouillée ». Alors, je ne sais pas si vous avez l'habitude de lécher des barres métalliques rouillées. Je ne sais pas quel goût ça a, mais apparemment... Voilà. Alors, la légende de cette station balnéaire est aussi importante, et c'est pour ça aussi qu'elle veut être classée, parce qu'on doit la découverte de ces sources chaudes à des cochons lépreux. Je m'explique. Au XIIe siècle, un évêque a écrit un récit qui, depuis, a traversé les siècles, et c'est celui d'un prince en exil qui s'appelle Bladud, qui a été touché par la lèpre, donc banni de la cour. Il se retrouve donc gardien de cochons, c'est la loose totale. Et là, les cochons contractent aussi la lèpre. Et un jour, ils se roulent dans la boue du marais et ils ressortent de là guéris. Donc le prince ne fait ni une ni deux, il fait pareil, il se roule dans la boue et il ressort de là guéri, il sera réhabilité. Il revient à la cour, mais entre-temps, il décide de fonder cette cité basse qui, aujourd'hui, aimante, si je puis dire, tous les curistes ou tous les gens qui ont des problèmes de peau. Alors, dans Libération, toute autre chose, maintenant, une série sur l'œuvre sans l'artiste. Et aujourd'hui, Libé s'attarde sur le travail de galeriste. Alors, le travail de galeriste, c'est de rendre les œuvres lisibles plus que vendables. C'est ce que dit le titre. Certains diront que c'est un mensonge. On pourra en discuter. Mais enfin, ce qui est intéressant ensuite, c'est de découvrir que les galeristes d'abord font la cote et le décollage de certaines carrières. Et puis l'article nous dévoile les 1001 subtilités qui président aux tractations financières qu'il peut y avoir autour d'une œuvre. Alors évidemment, c'est plus simple quand l'artiste n'est pas là, nous dit-on, parce que sur le stand d'une foire, un artiste qui voit son galeriste négocier avec un collectionneur, c'est un peu comme un enfant qui surprendrait ses parents en train de faire l'amour. Il vaut mieux éviter. Ça traumatise un petit peu, paraît-il. Alors, qui fixe le prix, se demande-t-on? Eh bien, Libé donne des pistes. Il y a 2 colonnes d'explication. Alors, je retiens que l'identité du galeriste est importante pour fixer le prix, parce que l'identité du galeriste détermine un autre critère qui est le statut des collectionneurs. Est-ce qu'ils sont riches? Est-ce qu'ils sont pauvres? Dans quel quartier on se trouve? Etc. etc. Et puis, la marge, elle doit permettre, entre autres choses, de continuer à promouvoir l'artiste. Mieux vaut en tout cas vendre moins cher et toute la collection que vendre très cher et ne vendre que la moitié de la collection, parce qu'un marché, il faut que ça vive, lirez-vous ce matin dans Libération. Merci Patrice.